Alors, bonjour Sandra. Bonjour Euh, je Hélène. suis vraiment ravie de partager ce moment avec toi aujourd'hui. Alors, j'ai préparé une petite intro pour te présenter aux personnes qui ne te connaissent pas encore. Et j'aurais voulu commencer par la lire si t'es OK. Quelle surprise, vas-y. Alors, tu accompagnes des femmes à traverser des espaces initiatiques en mêlant chamanisme, travail énergétique et transformation intérieure. Ton parcours t'a amené à voyager, à te former auprès de différentes traditions et peuples premiers, ce qui nourrit aujourd'hui ta manière d'accompagner à la fois très intuitive et profondément engagée. Et à travers ce que tu proposes, tu invites les femmes à se reconnecter à elles-mêmes, à traverser certaines étapes de leur vie et à incarner plus pleinement qui elles sont. Est-ce que ça te va comme présentation ou est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je te remercie et ça me touche. Ça me touche. Donc tu trouves que ça te représente bien. Mhm. Alors je suis ravie. Alors aujourd'hui, ben, j'avais envie que tu nous racontes justement ben, ton parcours, ce qui t'a mené jusque là où tu es aujourd'hui et ce que tu transmets. Donc, j'aimerais commencer par te poser des questions sur... tu utilises beaucoup cette expression dans tes posts. Alors, on pourra mettre le lien pour les gens en dessous de cette vidéo pour te rejoindre sur les réseaux sociaux. Et dans tes posts, j'aime beaucoup cette expression que tu emploies très souvent, qui est celle de l'appel. Les Mhm. femmes qui ressentent cet appel. euh, et donc, cet appel intérieur, j'aimerais bien que t'en parles par rapport à toi-même, c'est-à-dire toi, quand est-ce que tu as ressenti cet appel? Comment ça s'est fait? Et concrètement dans ta vie, euh, quelle forme ça a pris? Voilà, pour expliquer un petit peu ton propre parcours. Ouais. Ouais, je crois que j'ai ressenti cet appel très, très tôt. Cet appel d'un ailleurs ou cet appel de quelque chose de différent. Je pense que j'avais 4 ou 5 ans et j'avais du mal à rentrer dans le monde. L'école était un espace insécure pour moi. Il y avait beaucoup de conflits entre ce que je ressentais, ce qui était sécure et ce que j'étais appelée à vivre dans le quotidien. Et du coup, il y a très tôt eu un appel à être dans la nature, à être connecté aux animaux et à rester connecté à quelque chose de plus grand que moi pour pouvoir soutenir ensuite les entrées dans le monde, dans la structure scolaire ou avec les autres. D'accord. Donc tu ressentais déjà très très jeune ce décalage entre ce que tu vivais à l'extérieur qui te paraissait pesant ou sous pression, et par contre avec une espèce de plus sérénité que tu retrouvais quand tu étais au contact de la nature, où tu arrivais à te connecter très jeune. Ouais, très jeune, je me sentais déjà dans cette fréquence sauvage. J'avais besoin de passer beaucoup de temps dehors, beaucoup de contact avec les éléments, beaucoup dans les cabanes. Tous les week-ends, je remplissais mes poches de châtaignes, de cailloux et j'avais profondément besoin de ça. C'était mes doudous pour retourner à l'école le lundi. Et en les touchant, c'était me rappeler qui je suis, me rappeler cette liberté qui habite mon âme. Et ça a Hmm. duré très très longtemps, hein. Je crois que encore l'année du bac, j'avais les poches toujours pleines de châtaignes ou de petits bâtons que j'avais ramassés. Donc il y avait Hmm. cette sensation, oui, de quelque chose de pesant, de stressant, de pas comprendre, de pas réussir à comprendre où étaient les gens et les espaces dans lesquels j'étais contrainte à me mouvoir, qui entraient pas en résonance et qui me semblaient tellement peu essentiels par rapport à à la rencontre avec l'autre, à la rencontre dans l'instant. D'accord. Donc tu sentais ce besoin d'aller rencontrer l'autre et d'aller rencontrer la nature d'une manière beaucoup plus profonde, et tu avais déjà cet appel en toi. Alors comment ça s'est manifesté plus tard? Parce que très jeune, tu as eu cette envie de voyager, de partir loin. Mm. Euh, Qu'est-ce qui t'a motivé profondément à ce moment-là? Pourquoi tu voulais partir? Parce que ton premier voyage
C'était comment? C'était vers l'humanitaire, c'est ça? Euh, Alors, je pense que déjà toute mon adolescence et même jeune adulte en revenant de la fac, j'étais avec vélo où j'enfilais mes chaussures de rando et je partais dans la nature tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc c'est quelque chose qui m'a très fort accompagnée, qui a très fort ramené de l'équilibre en moi. ouais. Euh, et il y avait cette sensation de peuple premier en moi qui m'habitait fort, de feu, de chant, de liberté, de paysage qui était là continuellement. Donc il y a un premier temps où j'ai voulu me tourner vers le journalisme, où il y avait un fort appel à aller vers le journalisme. Et puis j'ai fini par renoncer. Et mes premiers voyages, mon premier voyage hors Europe, en effet, c'était sur l'humanitaire, avec les enfants des rues dans la banlieue de Lima, au Pérou. Oui, Et ça a été un basculement profond dans ma vie qui a eu lieu après un deuil important, la perte d'un ami qui, euh, qui est parti dans un accident de voiture et qui a ramené encore plus ce besoin d'essentiel et cet espace du métaphysique qui m'accompagnait déjà fort depuis l'enfance. Donc les premiers voyages, j'avais déjà 8 9 ans et j'avais le Pérou, la Mongolie, il y avait cet appel alors que j'avais même du mal à les localiser sur une carte, mais je sentais qu'il y avait oui. quelque chose qui aspirait. Et donc le premier voyage s'est D'accord. fait au Pérou dans le sein d'une ONG. D'accord. Donc, ce que tu dis, c'est qu'il y a cet appel depuis toujours, et puis il y a eu à un moment donné cet élément déclencheur qui était comme une espèce de crise dans ta vie où il y a eu cette perte d'un être cher, et que c'est à la suite de ça que tu as pris vraiment la décision cette fois de partir et d'aller à la rencontre de cette profondeur, mais vraiment sur le terrain, d'aller rencontrer ces populations qui déjà t'inspiraient, qui étaient dans ton imaginaire depuis l'enfance. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, qu'est-ce que ça t'a appris profondément, cette rencontre avec ces populations, finalement qui vivent très, très différemment de nous? Est-ce que ça t'a ramené plus vers le cœur, vers une ouverture de cœur? Est-ce que tu as fait des prises de conscience sur d'autres manières de vivre qui t'ont amené à vouloir aller vers plus encore? Ça m'a ramené dans un vrai soulagement, dans un vrai sens du vivant. Ouais. J'ai été confrontée à une grande pauvreté, mais aussi à une grande pureté des liens, puisque le lien, il est dans ce qui est essentiel. Il n'y a pas l'espace pour les masques, il n'y a pas l'espace pour la distraction. Par contre, il y a beaucoup d'espace pour être ensemble et se rencontrer. Et c'est encore des rythmes où on vivait au sein de la communauté, au Mhm. sein de quelque chose qui était beaucoup plus rythmé sur les saisons, sur le contexte naturel autour. J'ai pu voyager dans la jungle aussi et j'ai été surtout touchée par cette interconnexion encore vivante et saine avec la terre et avec le rythme de la vie. Je crois que c'est ce D'accord. qui m'a le plus touchée. Et ce dépouillement que j'ai vécu, ce dépouillement a laissé aller plein de structures, de prises de tête, d'attentes, de schémas mentaux qui n'avaient aucun sens là-bas parce que là-bas, on était euh, vraiment confrontés à la pauvreté et à des situations traumatiques dans l'instant. Et il n'y avait plus que le cœur et pouvoir être pleinement en présence avec l'autre et avec ce qui était ramené dans ces espaces-là. D'accord. Donc c'est vraiment aussi une bouffée d'oxygène par rapport à ce qu'on vit en Occident, et en même temps ça t'a ramené à une telle profondeur dans le cœur, dans le lien. Et quelque part, tu as dû sentir que ce décalage que tu ressentais en Occident, bah, quelque part, tu t'es dit bah, peut-être, ah bah tiens, il y a d'autres manières de faire, il y a d'autres manières de vivre, et tu sentais que ça te correspondait plus ou que c'était plus en accord, peut-être plus aligné avec toi à ce moment-là. Oui, je crois qu'à ce moment-là, j'avais pas mis autant de conscience que ce que tu es en train de proposer là et qui fait sens, hein. Je crois que ce que j'ai senti, c'est un vrai soulagement, la sensation d'être à ma place, que ma vie, elle avait du sens, que ça avait du sens de pouvoir être en présence auprès des autres. Et Mhm. le mot qui me vient, c'est la liberté. Il y avait beaucoup de pauvreté, beaucoup de dureté, beaucoup de dépouillement, mais il y avait aussi une sensation de liberté par rapport aux structures, aux suprastructures, aux attentes et aux conditionnements. D'accord. Euh, et cette liberté, elle était vraiment importante pour moi. Elle est toujours très importante pour moi, cette sensation de respirer
et de pouvoir Ouais, exister profondément. d'accord. Ça résonnait en toi, cette notion-là de liberté, et c'est ce que tu as aussi, c'est ce que tu déploies aussi dans ce que tu es maintenant et que tu as déployé de plus en plus au gré de tes différents voyages. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu quels sont les voyages que tu as fait? Alors peut-être pas tous les énumérer, mais nous expliquer un petit peu ton parcours après, puisque tu as été amené à rencontrer beaucoup de peuples premiers un peu partout sur la planète. C'est-à-dire que ça s'arrête pas là, il y a tout un parcours intérieur et une progression au contact de ces populations qui est très riche dans ton parcours et j'aimerais que tu nous en dises un peu plus là-dessus. Euh, Tu parlais de cette crise existentielle que j'ai vécue après la perte de cet ami qui m'a conduit au Pérou. En réalité, je crois que depuis que je suis arrivée sur Terre, je suis où j'ai été en crise, dans une forme de crise existentielle et de besoin de comprendre, de besoin d'aller chercher d'autres clés, de besoin de ramener une autre vérité que celle qui m'était présentée parce que je ne pouvais pas y respirer à l'intérieur. Et donc très tôt, cet appel et ces voyages, ils se sont invités dans ma réalité, dans mes corps, dans mon esprit. Et le premier peuple premier que j'ai rencontré, donc après le Pérou, ça a été la Mongolie. C'est un pays qui m'a fort appelée pendant longtemps dans mon adolescence, sans bien savoir pourquoi. Et donc je m'y suis présentée dans cette intention euh, d'être guidée dans les profondeurs de cette terre. Et comme dans chacun de mes voyages, hein, il y a toujours eu cette flèche d'aller à la rencontre de quelqu'un qui m'attendait ou d'un peuple qui m'appelait. Et s'il m'appelait, ben, c'était évident que j'allais le rencontrer. Et c'est ce qui s'est passé du coup assez vite en Mongolie, où je me suis retrouvée après une série de synchronicités, d'expériences troublantes auprès des Tsatan, le peuple des nuages qui se trouve au nord de la Mongolie Mhm, où je suis rapidement tombée malade en arrivant là-bas. Et donc c'était le signal pour le chaman que je devais rester, que les esprits m'appelaient, qu'ils organisaient une cérémonie en ce sens quelques jours après mon arrivée. Et donc les esprits ont confirmé que je devais rester là. Donc en Mongolie, c'est un parcours en théorie de 3 ans. Le premier instrument qui est présenté, c'est la gambarde, la khor. Et c'est le chaman à pied. Donc les premiers jours, je devais aller dans la montagne pratiquer la hor et entrer en connexion avec la terre et puis ramener les visions ou ce qui pouvait s'être présenté pour moi. Et très vite, je suis tombée à nouveau malade, ce qui signifiait que je me rendais trop loin dans mes voyages et que je n'étais pas assez protégée. Donc on a très vite demandé la construction d'un tambour et d'un costume mongol traditionnel pour passer du chaman à pied au chaman à cheval. Donc, ce qui dure en théorie 3 ans, c'est fait en l'espace de quelques jours. Et j'ai été introduite sur des cérémonies beaucoup plus puissantes et avec des élèves beaucoup plus avancés qui arrivaient de la capitale pour pouvoir pratiquer ensemble dans des lieux absolument merveilleux et secrets. mais c'est-à-dire que quand tu dis tu as vécu toute cette initiation qui normalement doit se faire sur 3 ans en très peu de jours, tu veux dire que c'est les chamans là-bas qui t'ont, entre guillemets, reconnu, qui ont vu en toi un potentiel, qui se sont dit qu'ils pouvaient faire confiance et qu'ils pouvaient transmettre leur savoir. En fait, cette décision venait d'eux, je suppose. Comment ça s'est fait? Alors, je suis allée vite sur l'explication de la Mongolie. Quand je suis arrivée en Mongolie, il y avait cette intention de rencontrer un beau. Donc, dès que je suis arrivée à l'auberge de Genèse, j'ai demandé au guide comment est-ce qu'on écrit guérisseur en mongol, quel est le mot mongol. Donc, sur mon carnet, j'avais écrit en mongol que j'étais à la recherche d'un beau et qu'il y avait cette rencontre qui appelait pour moi. Et donc, je me suis mis en mouvement toute seule sur les terres mongols avec simplement cette phrase écrite sur mon carnet. Et la vie m'a guidée et j'ai traversé jusqu'à arriver au lac Ovsgol dans le nord de la Mongolie. Alors, je peux te couper un tout petit instant là-dessus parce que ça veut dire que juste avec cet appel intérieur et cette intention, en gros, si je reviens dans du très terre à terre,
tu as pris ton sac à dos sur ton dos et t'es parti comme ça à l'aventure sans savoir du tout où tu allais, sans savoir où tu allais dormir le lendemain, et juste avec cette intention qui t'habitait de rencontrer ces personnes, ces guérisseurs-là. Et Mhm. juste, tu t'es laissé guider par la vie au jour le jour. Ça se faisait comme ça. T'as pas eu peur ou tu t'es senti, tu sentais qu'il y avait tellement de connexions que, tu vois, je me dis, waouh, la peur n'était pas là. Moi, j'aurais été terrifiée à ta place. Comment ça s'est fait? Qu'est-ce qui se passait en toi à ce moment-là? L'appel était beaucoup plus fort que toutes les peurs. C'est quelque chose qui me traversait, qui m'habitait. Et donc, j'ai réservé les 2 ou 3 premières nuits d'hôtel dans une guest house d'un Français que j'avais repéré sur Internet. Et donc, j'avais mes 2 ou 3 premières nuits. Et puis de là, j'ai déployé mon énergie du Sagittaire et de la Vierge pour aller mettre en mouvement mon déplacement sur ces terres-là. Et non, je savais absolument pas ni comment, ni où, ni sous quelle forme. Je sentais qu'il y avait un appel à rejoindre le lac Ovsgol au nord de la Mongolie. Et Et donc, donc, il y a eu tout un ensemble de synchronicités qui t'ont permis de t'amener là. C'est finalement là où tu es arrivé. oui. Alors du coup, de synchronicité, oui. Je suis partie de Ulaanbaatar. J'ai fini par arriver au lac Ovsgol et, euh, et je sentais cet appel à découvrir la région. Et j'ai rencontré à ce moment-là 2 Français puis un Italien. 3 Français, un Italien, et on était dans une guest house et on a décidé de prendre un parcours à cheval pour pouvoir découvrir la Mongolie, de pouvoir découvrir, pardon, le lac Ovsgol. Donc c'était 5 jours à cheval autour du lac Ovsgol. Et au moment où on est parti dans ce voyage, j'ai demandé au guide si on pouvait rencontrer des guérisseurs sur ce parcours-là. Et justement, il y avait des guérisseurs qui étaient près du lac. Donc on a fait une nuit avec eux. Euh, les autres coéquipiers étaient d'accord et curieux. Pendant cette nuit-là, on était sous des tipis. J'ai pas vraiment compris ce qui se passait. Il y avait cet homme qui s'agitait, qui parlait fort, qui nous crachait de la vodka dessus, qui buvait beaucoup. Ça rigolait. On est sorti de là, on nous a demandé une somme assez conséquente. Ça semble un peu attrape-touriste. On n'a pas bien compris. On allait se coucher dans les tentes, pas loin des tipis. Et là, dans la nuit, il y avait beaucoup de rêves conscients où on me remettait en costume, on me remettait en tambour. Et je savais pas D'accord. quoi faire et je comprenais pas trop. Et j'ai gardé ça. Et puis on a repris le voyage. Et on a fini notre voyage, on est retourné au camp base près du lac Ovsgol. Et on allait repartir tous ensemble, louer une Jeep pour redescendre vers Ulaanbaatar. Et là, je suis tombée extrêmement malade, des vomissements, diarrhée, dans un hôtel assez lugubre, avec des conditions sanitaires très limitées. Et, euh, et j'attendais que ça passe, et ça ne passait pas. Et puis la voix est descendue qu'il fallait que je retourne voir ces guérisseurs. Donc j'ai pris la décision épuisée et encore avec les vomissements et la diarrhée, de laisser partir le groupe sans moi et de retrouver ces guérisseurs. Donc je me suis mis au bord de la route avec mon énorme sac et j'ai fait du stop. Et là j'ai attendu des heures et des heures, la nuit tombée, personne me prenait. Et puis finalement il y a 2 hommes qui m'ont pris et qui m'ont déposé un peu plus loin, et puis un fourgon qui m'a pris, et puis j'ai rejoint le village où on avait rencontré le guide à cheval. Et en pleine nuit, avec des gens très alcoolisés, je réussis à me débrouiller pour retrouver ce guide qui, de suite, m'héberge dans sa yourte avec sa famille. Et le lendemain, je lui explique ce qui se passe pour moi, et il valide aussi que c'est un appel qui est plus grand des esprits et qu'il faut retourner voir les guérisseurs. Et donc là, il m'épargne le cheval, on prend sa petite moto et puis on rejoint les tipis des guérisseurs. Il échange avec eux, donc lui parle un petit peu anglais, les gens du camp, pas beaucoup. Et D'accord. finalement, les guérisseurs me disent de rester. Et donc, il y a cette scène assez incroyable où je rentre dans ce tipi et c'est Baatar qui m'accueille. Donc, c'est un jeune homme il manque des dents, il sent le pipi de reine, la vodka. c'est, euh, Et moi, j'ai quand même diarrhée et vomissement encore à ce moment-là. Il m'installe au milieu du tipi et puis il joue de la roche et il m'explique que moi aussi, je dois apprendre à en jouer pour que les vomissements s'arrêtent. Et il enlève la roche qui est pleine de sa salive et puis il me la tend avec son immense sourire édenté et son regard complètement transparent. Et là, je comprends que au moment où je prends la roche, ben, c'est parti et que là, c'est ma décision. Qu'est-ce que je fais?
et je prends la robe et je la mets dans ma bouche et je commence à en jouer. Et puis là, on part pour notre aventure ensemble dans, dans ce réveil de cette mémoire. Donc lui m'accompagne sur jouer de la robe et ma mission pour la tribu, c'est d'aller porter les rennes, boire de l'eau et les amener en pâture dans la journée, puis les ramener le soir. Donc c'est beaucoup de temps en silence et beaucoup de temps en connexion dans ce dépouillement et dans cette Toi, grande tu mer. dis que c'est mental, tu arrives là-bas et on te dit, bon, bah, ton rôle dans la tribu, si tu veux être enseigné en parallèle, bah, tu dois participer à la vie de la tribu et donc tu dois aller t'occuper des rennes et les amener boire. C'est ça. D'accord? Et Non, c'est très chouette parce qu'ils m'ont de suite donné un costume traditionnel qui est beaucoup plus commode avec une ceinture. Ils m'ont vraiment donné ils m'ont mis le déguisement. Je me sentais au début complètement déguisée et puis très vite, ben, j'ai compris aussi la commodité de leur manière de se vêtir et je suis rentrée dans leur rythme de vie et on a attendu la grande mère qui était en fait la gardienne de cérémonie qui devait rentrer de la capitale et qui rentrait 3 jours après, et qui a, elle, organisé la cérémonie officielle pour savoir ce qu'on allait faire de moi. C'était OK de me garder ou si je pouvais reprendre mon chemin et que c'était suffisant comme ça. Et au cours de la cérémonie, elle a commencé à jouer du tambour. Bah, je comprenais toujours rien à ce qui se passait, mais j'étais allongée très vite par terre avec la main qui tapait le sol et le corps qui est rentré dans une transe, comme si j'avais finalement un tambour entre les mains. Ça, j'ai compris après. Et la main ne s'arrêtait pas. Et donc, ils sont venus, ces assistants sur moi, avec du tabac pour me ramener peu à peu. Et puis, elle m'a dit qu'il fallait que je reste. Et c'est là où on est rentré dans une pratique plus profonde pour apprendre à habiter ces fréquences. d'accord, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, c'est cette chamane-là qui t'a enseigné ce qu'elle savait, qui t'a prise un peu comme apprenti chaman, si on pouvait résumer, et qui voyait ce Alors, potentiel qu'il y avait en toi, en fait. cette chamane, elle est très connue aujourd'hui en France. Et je ne le savais pas à l'époque. Euh, cette chamane, au début, elle m'a laissé à Baatar, qui était le fiancé de sa petite fille. Et donc, je vais dans un tipi à côté. Et elle m'accordait que peu d'importance. Et puis, au bout de quelques jours, il y avait une grande cérémonie qui était organisée près du lac Osgol, dans un lieu assez secret. Donc, Baatar me fait signe tambour, viens. On monte sur la moto à trois, on roule, on roule, on roule, on arrive dans ce lieu incroyable et là je m'y attends pas du tout, mais il y a beaucoup de monde et d'autres chamans. Donc j'avais déjà récupéré à ce moment-là le costume chaman à cheval avec le tambour, puisque j'avais été extrêmement malade et je me suis vraiment laissé mon corps en Mongolie. Et quand on arrive là-bas, Anketouya est la maîtresse de cérémonie et donc on C'est était le nom de cette quatre. chamane principale. C'est le nom de cette chamane, d'accord. C'est ça. On était quatre guérisseurs, donc trois Doulagne et moi, et on était mis à l'épreuve, mais moi j'avais aucune conscience de ce qu'on attendait de moi et ni de cette cérémonie. Je pensais vraiment que Bâtard voulait qu'on aille faire un peu de tambour au bord du lac. Donc je me suis assise sur mon tronc en bois avec un public qui était là. Et puis elle nous a demandé de partir en transe et je voyais Bâtard qui avait beaucoup d'attentes, mais je ne savais pas ce qu'on attendait. Et il y a une transe forte qui s'est activée. J'ai senti que je faisais complètement le vide avec l'extérieur et qu'il y a quelque chose qui me traversait de très fort. Et puis j'ai commencé à capter euh, l'âme aussi d'un Ketouya que j'avais du mal à cerner depuis le départ, euh, dans des espaces qui n'étaient pas en résonance avec qui j'étais. Et à la fin de la cérémonie, un Ketouya est venu me voir en me disant qu'elle me voyait et que finalement j'étais bien puissante et qu'elle voulait me récupérer comme élève. Et que finalement maintenant elle était prête à m'avoir et en fait j'ai juste refusé. J'ai refusé et je suis restée avec Bâtard. D'accord, tu as refusé d'aller avec la grande chamane qui te proposait tu te sentais plus en accord avec l'énergie de l'autre chamane. Et Tu bien sentais que Bâtard avait vu, il y avait beaucoup de sincérité et de transparence. Il avait ouvert l'espace et il y avait une résonance qui attendait rien.
D'accord. La grande chamane, c'était la grande chamane qui a pas mal méprisé les espaces qu'on ouvrait. Et puis quand elle a vu qu'elle pouvait peut-être tirer profit, son regard a changé. Et je sentais que Mhm. je devais rester dans ma vérité, dans le respect Mhm. aussi des énergies qui me traversaient. Et je crois que je ramène ça parce que ça a vraiment été un sujet important quand on commence à se déplacer dans les énergies chamaniques et dans Oui. ces espaces aussi de magie et de pouvoir. Je sens que j'ai été testée dans ma vérité, la sincérité, l'humilité de Ah, mes choix et de mes décisions. Est-ce que je choisissais la femme qui avait du pouvoir, qui était dans un gros 4x4 où les gens non, s'inclinaient pas quand du elle tout. passait et où Mhm. elle n'était pas complètement alignée? Ou est-ce que je restais avec celui qui avait été en présence, dans une grande générosité, et une grande bienveillance? Et je sens que ça a D'accord. marqué un tournant pour moi, ce choix de rester avec Bâtard et de pas aller vers celle qui avait du pouvoir et qui D'accord. désirait, par intérêt, récupérer une forme de pouvoir en moi et sur moi. Donc cette initiation, c'était aussi une forme d'initiation à l'humilité finalement, où il y a cette notion de qu'est-ce qu'on fait quand on est chaman avec le pouvoir qu'on pourrait avoir sur les autres et est-ce qu'il n'y a pas une forme justement de peut-être pas d'effacement, mais d'alignement avec soi. Je ne sais pas comment ça se passe exactement, mais euh, quand on commence à toucher des énergies qui sont puissantes, qui sont des énergies de guérison, qui peuvent vraiment faire du bien aux gens ou qui peuvent apporter des changements réels dans la vie des gens, effectivement, je pense qu'il y a cette question du pouvoir qui peut se poser et qui doit être très difficile à gérer finalement. Et toi, tu as été mise face à cette situation, on t'a demandé de faire un choix au cours de cette initiation-là. Donc ça t'a appris cette humilité et que je suppose maintenant tu as toujours en tête quand tu travailles avec les gens, jusqu'où je peux aller et comment je me positionne moi pour ne pas prendre le pouvoir sur la personne. Comment ça se passe? Euh, oui, je crois que j'ai été confrontée en effet à cette notion de pouvoir et de qu'est-ce que je choisis dans cet espace de pouvoir. Je crois que tous les guérisseurs ou les thérapeutes, il y a un moment où on est confronté à cet espace-là du pouvoir Mhm, et où c'est très facile de prendre le pouvoir ou de faire le choix du pouvoir en lien avec la personnalité. Et il y a eu un acte, en effet, d'une décision, d'un alignement et d'une sincérité de ne pas me trahir et de ne pas trahir ce qui me traverse, avec la tentation du pouvoir qui est absolument glissée sur mon costume à ce moment-là. Et, euh, et ça a ouvert la porte à plusieurs confrontations qui se sont ensuite multipliées au cours de mes rencontres. Ce qui se passe, et c'est très fort en Mongolie, c'est que le chaman, il est vraiment l'homme ou la femme de pouvoir dans la tribu. Donc, qu'il soit aligné ou pas, il hérite d'un don, il est capable de faire des trans fortes. Il va pas aller comme nous travailler sur lui pour se réaligner en conscience dans une dévotion quotidienne comme on peut certains le faire en Occident. Donc souvent, même dans les yourtes, etc., il y a plusieurs chamans ensuite qui ont essayé de me récupérer à leur service et qui arrivaient avec leurs grosses chaussures, ça parlait fort dans la yourte, tout le monde était en silence, tout le monde s'inclinait. C'était, oh mon Dieu, le grand chaman de la tribu est là. Et c'est vrai que ça n'a jamais fonctionné et que j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y a plein de fois où la Maya m'a tenté en ce sens. Alors normalement, en Mongolie, on a un seul guérisseur qui va porter l'initiation et offrir tous les instruments. Ce qui s'est passé, c'est que je suis retournée 3 fois d'affilée en Mongolie et qu'au total, il y a 7 guérisseurs qui ont apporté un objet, une plume, un tissu sur mon costume ou dans le tambour. Et donc à chaque fois, il y a eu cette tentation, en effet, d'être de beaucoup de pouvoir dans la personnalité et sur la tribu qui sont venus me dire qu'ils voulaient m'initier, qu'ils voulaient me porter en transe, où ça disait non à l'intérieur, et où derrière ce non arrivait un choix d'amour, un choix d'humilité. Euh, je pense à, je pense à Imgur, Chatsetsekh, une petite mamie, un vieux monsieur qui est plus de ce monde, qui ont, euh, ouais, avec beaucoup de respect, d'humilité, accompagné la construction de mes instruments et rajouté des passages à tout ça. Euh,
ce qui m'a conduit à plonger toujours plus au nord, toujours plus vers la frontière avec la Sibérie et à rejoindre le peuple des Tsatanes dans les clans originels et à me retrouver notamment donc avec Tsetsek dans son tipi. Donc il y a un tipi pour visiteurs et puis quand je suis arrivée, elle m'a vue et elle m'a de suite fait rentrer dans sa famille biologique. Et ça a été absolument merveilleux ces temps d'échange, beaucoup dans le silence et beaucoup dans les rires et dans une quotidiennité partagée en fait. D'accord. Donc c'est vraiment, ce que tu racontes, c'est vraiment une expérience initiatique qui est remplie à la fois de rencontres humaines et d'expériences évidemment qui sont complètement, qui nous sortent complètement de notre quotidien d'occidental. Et en même temps, c'est des expériences qui font partie de toi aujourd'hui, qui font la femme que tu es aujourd'hui. Et, est-ce que c'est à partir de cette expérience-là que toi-même, au niveau de ta propre identité, tu t'es euh, auto-validée, si je peux dire, ou que tu t'es reconnue en tant que femme médecine ou en tant que chamane? Euh, et si oui, qu'est-ce que ça avait changé en toi et qu'est-ce que c'est finalement une femme médecine ou une femme chamane? Si on devait le Alors définir pour un occidental. en réalité, cette reconnaissance, elle est arrivée il y a quelques mois. En réalité, ça fait presque 15 ans et je crois que j'ai rencontré cette reconnaissance en moi. J'ai pu y accéder véritablement. Quand j'ai eu mes voyages en Mongolie, je me souviens après le deuxième voyage, être rentrée avec le tambour. J'étais à l'époque inscrite au lycée français de Palma de Mallorca et je me demandais ce que je faisais avec ce truc et comment est-ce que je mettais ensemble et quel sens ça avait et comment faire les liens. Ah oui, j'imagine le décalage après quand tu revenais en Occident après un tel voyage, c'est sûr que tu devais être complètement confuse ou dépaysée ou c'était difficile de revenir à la réalité du quotidien, j'imagine. Bah, il y avait avoir touché l'essence, l'essentiel, avoir touché la profondeur de la grand-mère, avoir touché le chant du vent, avoir touché tout le souvenir de comment est-ce qu'on fonctionne naturellement au cœur de la Pachamama et revenir dans une structure qui a oublié tout ça et avec cette Mhm. forme de responsabilité parce qu'on m'a transmis cela parce que on m'a fait un papier à l'aéroport en expliquant en mongol que j'avais été initiée, que j'étais guérisseuse et qu'il fallait me laisser passer avec tout ça pour entrer en Europe. La douane est venue me chercher dans le petit aéroport, on m'a fait descendre, il y avait les militaires autour de moi, je leur ai montré le carnet et ils m'ont laissé passer. Donc il y a eu quand même tout aussi une notion de respect Mhm. profond par rapport C'est la à ce qui base. était Mhm. transmis. Et en même temps, en effet, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait et Qu'est-ce comment que je c'est remets en mouvement. ouais, Mm. Donc ok. j'ai organisé des cérémonies à Majorque avec euh, des hommes et des femmes. Et je sais que sur le dernier voyage, donc mon tambour s'est cassé. Quand le tambour se casse, on doit y retourner. J'avais pas prévu d'y retourner et mon tambour s'est cassé et j'ai senti qu'il fallait que j'y retourne. Et lorsque j'y suis retournée, c'est l'année où j'ai rencontré Tsetseg, donc j'ai fait 7 heures à cheval pour rejoindre le campement. Et je suis arrivée, il y avait un loup, une peau de loup qui pendait, qu'ils avaient tué la veille. Il y avait des traces de neige. C'était, c'était hyper dur. Et j'étais avec ce tambour cassé et Tsetsek qui me dit, donc en Mongolie, il y a un rapport de force entre les chamans. Deux chamans ne peuvent pas être dans la même communauté. Sinon, il y en a deux qui va y avoir un problème. Et elle m'a dit, je suis trop faible et je peux pas, tu es au-dessus de moi, tu voles trop et je peux pas vraiment t'accompagner, donc je te laisse vivre avec nous, je te transmets, mais je peux pas faire de transe pour accompagner. Donc je me suis très vite retournée dans la nature, avec la nature, donc je partais avec le tambour, de la neige jusqu'aux cuisses pour aller connecter avec les apous du lieu, avec les guides du lieu. Et puis je me souviens une fois où j'étais épuisée et je me suis dit, mais je vais faire un trou dans la neige, je vais enfoncer le tambour et puis j'étais là et je vais rentrer et il ne s'est rien passé. Et, euh, et puis là, les larmes ont commencé à couler tellement fort. Et j'ai ressenti l'évidence de ne pas lâcher, de continuer, de rester déterminée, même si je ne savais pas du tout euh, comment me laisser traverser avec le plus de transparence possible.
et où est-ce que cela allait euh, m'emmener, où est-ce que ça devait aller en fait. Euh, donc, euh, donc Donc, cette notion de femme médecine n'a pas été évidente. Je me suis jamais sentie chamane. On me l'a dit ou on a mis le mot bien avant que je puisse le ressentir. C'était il y a quelques mois. C'est tout récent cette notion de femme médecine où vraiment je sens que je suis prête avec suffisamment d'humilité et d'alignement pour m'autoriser à me reconnaître comme telle, malgré toutes ces formes de validation ou de reconnaissance de ces différentes tribus. Euh, et je crois que c'est juste comme ça. C'est juste, ça demande du temps. c'est très intéressant parce que décris tellement, tu décris un processus. C'est pas je suis du jour au lendemain chamane parce que l'extérieur va me reconnaître comme tel. C'est malgré la reconnaissance de l'extérieur, il y a tout un processus d'intégration et finalement d'expérience à vivre et à faire vivre aussi et à recommencer petit à petit à ressentir à l'intérieur de soi cet alignement juste et de pouvoir se dire intérieurement oui, je suis une femme médecine, oui, je suis une chamane, mais c'est pas un je suis qui est, enfin, c'est pas une photo, un instantané, un instant T, c'est un processus de vie qui a commencé depuis le départ, depuis le tout départ où tu étais toute petite, où tu avais déjà cette connexion forte. Et ça, je pense que c'est vraiment très important comme notion à retenir de voir toute cette continuité dans un parcours et comme tu dis, cette persévérance et cette foi finalement en ce qui t'habitait et en cette inspiration à l'intérieur de toi qui t'a toujours guidé à chaque pas, même si c'était difficile, même s'il y a eu des moments très très compliqués. Je pense que c'est très inspirant pour les gens. Alors maintenant, ben, on va terminer cette interview et j'espère qu'on aura l'occasion d'en refaire d'autres ensemble parce que c'est vraiment passionnant ce que tu nous as raconté aujourd'hui. Et avant de conclure, j'aimerais te demander si tu as quelque chose que tu aimerais rajouter, toi, par rapport à ce dont on a parlé. Ouais, il y a deux choses que j'aimerais rajouter pour conclure. Il y a pas longtemps à Padova, on m'a dit alors tu te sentais chaman et tu te savais chaman et tu as voyagé pour aller apprendre ou récupérer des protocoles. Et en fait, je me suis mise en mouvement juste dans une dévotion extrême au vivant et à l'amour de la vie, à chercher à ramener une forme de vérité sur cette vie sur Terre. Et il n'y a jamais eu d'intention structurelle, mais au contraire, comment me laisser traverser en sachant qu'à chaque fois que je répondais à un appel ou que je servais ça, c'était pour bien plus grand que moi et que j'étais toute petite dans ça. Et l'autre espace que j'ai envie de confier là, c'est que cette femme médecine, elle est remise en question régulièrement. Régulièrement, je la reconfronte dans son existence, dans qui elle est, dans si elle a du sens. Je crois que ce qui me met en, en alignement, c'est de savoir que j'ai pas besoin d'exercer la pratique de la guérison, de l'accompagnement et qu'il n'y a pas d'attachement à cela. Je suis dans la cosmovision, dans la compréhension du monde, dans mes propres pratiques, dans ma danse de vie. Et finalement, peu importe là où la vie va m'amener, ce qu'elle va me demander de faire, je sais que c'est intouché à l'intérieur de moi. Et je crois que c'est ce qui donne de la liberté, de la force à cette femme médecine, en fait. Cette fameuse D'accord. liberté. Donc, on pourrait dire vraiment que la femme médecine, c'est vraiment une manière d'être au monde, indépendamment de quelle forme ça va prendre, disons, dans la matière, concrètement. C'est une manière d'être. Et puis, c'est quelque chose qui se déploie, qui est toujours en process, qui n'est pas fixe et qui continue d'évoluer, d'avancer. Et toi aussi, tu continues d'avancer, d'évoluer. Et je te remercie parce que ce que je retiens vraiment de cet entretien, il y a vraiment deux mots qui me viennent pour clore en t'écoutant parler. C'est vraiment cette notion d'amour et d'humilité qui sont les deux piliers de cette liberté intérieure et qui ont fait ton parcours. Donc, je te remercie beaucoup pour ton partage et Merci. j'espère à bientôt. Bonne Merci. continuation, toi. Merci. Merci. C'est du fond du cœur.